De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous sur rmc.fr et sur 01nettv.com et sur YouTube, c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. Chaque vendredi, vous le savez, je suis ravi de vous retrouver pour un De quoi je me mêle exceptionnel. On est à Las Vegas ici au CES, cette édition 2018 que nous vous faisons vivre depuis le début de la semaine sur 01nettv.com. Et bien voilà, ce De quoi je me mêle sera dédié évidemment au plus grand rendez-vous high-tech de l'année. Ce sera pour De quoi je me mêle d'ailleurs au passage le 10e rendez-vous depuis le CES. Le temps passe vite. En tout cas, on est ravis d'être là avec vous. Vous voyez de belles images du CES si vous êtes avec nous en vidéo. Et cette tour Eiffel qui est complètement fake mais qui est quand même assez impressionnante et un beau ciel bleu. Vous savez que ce De quoi je me mêle, c'est aussi l'occasion de revenir sur les grosses tendances high-tech qu'on va évoquer dans un instant ensemble. La télé, évidemment, c'est l'une des stars en fait de CES, mais aussi la présence de la French Tech, encore plus présente que les années précédentes. Soyez les bienvenus. Je vous rappelle que vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et ce De quoi je me mêle sur 01net TV et rmc.fr, réalisé depuis le stand de la Poste, qui est partenaire donc sur 01net TV. On est très très bien installés. On les remercie encore. Pour débattre de toutes ces nouveautés, deux invités de marque. J'ai le plaisir d'avoir Pascal Petitpas à mes côtés. Bonjour Pascal. Bonjour messieurs. Un historique de quoi je me mêle. Pascal qui est là, je disais, on doit être à notre 10e De quoi je me mêle depuis le CES de Las Vegas. Tu étais présent pour les tout premiers. Voilà, tout à fait. Et puis moi je viens ici depuis 18-19 ans à peu près. C'est ça, effectivement. Voilà, pour tous les fidèles de quoi je me mêle, vous connaissez Pascal. Je me souviens les premiers De quoi je me mêle, Pascal, on les faisait dans la chambre d'hôtel, puisqu'il n'y avait pas la vidéo à l'époque, c'était le son. C'est vrai. Et on organisait un petit studio dans les chambres d'hôtel, c'était amusant. Et puis je suis ravi, vraiment très heureux d'accueillir Frédéric Bianchi. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Voilà, que vous retrouvez aussi de temps en temps dans De quoi je me mêle à Paris, mais Fred a fait le déplacement pour le CES et pour Exactement. BFMbusiness.com, puisque tu couvres ce Tout à CES fait. pour BFMbusiness.com, le cousin donc de RMC, de 01net TV. Avec vous trois, vous deux, on va s'intéresser un peu aux tendances. On va commencer par la télé parce que c'est vraiment, on va dire, l'incontournable du CES. Les poids lourds de la télé sont là. Pascal, ils sont tous là, bien sûr. Il y a des grosses tendances, des grosses nouveautés cette année. Alors ils sont tous là, c'est effectivement un rendez-vous historique, la télévision Et oui. au CES. Donc tous les majors sont là en essayant bien sûr à chaque fois de présenter des technologies toujours plus évoluées. Alors on constate plusieurs choses intéressantes. D'une part, on constate que les technologies habituelles, OLED et LCD, commencent à stagner un petit peu. Attention, quand je dis que ces technologies stagnent, je ne dis pas qu'elles sont dépassées. Elles sont tout simplement extraordinaires et on sent que c'est difficile presque de faire mieux, tout simplement Ouais, parce on que est les arrivé à un constructeurs... plafond de verre. Voilà, on quelque sent sorte. que l'OLED, par exemple, par rapport à l'année dernière, a très légèrement progressé, mais il n'y a plus un bond technologique. Attention, les produits sont exceptionnels. Au même titre que sur le LCD, on voit également qu'on arrive au dernier retranchement des possibilités de cette technologie. On voit d'ailleurs que lorsque les constructeurs veulent vraiment en tirer le meilleur parti, ils font ce qu'on appelle de l'éclairage direct, vraiment pour se rapprocher justement de l'image OLED avec des contrastes importants. Mais voilà, on arrive un peu à un aboutissement et dans le même temps, on voit arriver également de nouvelles technologies qui pointent leur nez. On l'avait aperçu l'année dernière chez Sony avec un écran étonnant, professionnel qui s'appelait le Clé 10 Oui. et qui était un énorme écran tout en largeur et qui utilise une technologie des micro-LED. Donc les micro-LED, on est un peu dans la même idée que l'OLED, sauf qu'ici on n'est pas dans un système organique, parce que le O de OLED veut dire organique. L'idée en fait de ces LED émissifs qui... C'est-à-dire que chaque pixel émet sa propre lumière. Voilà, c'est Pour- 3 LED, une voilà. bleue, une rouge et une verte. Et eh bien, c'est Samsung cette année qui nous a présenté un très beau produit qui s'appelle The Wall et qui est un produit énorme en taille. C'est un produit de 146 pouces qui est constitué de plusieurs petites matrices C'est-à-dire que là, avec cette technologie. Pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent, mais on vous montre une immense télé qui fait 146 pouces. 146 pouces. Mais en fait, elle est composée de petits écrans qui sont Exactement. collés les uns aux autres, mais on ne voit pas
du tout la césure. C'est invisible à l'œil. Voilà, c'est invisible à l'œil. Et donc, on arrive à avoir des écrans immenses avec une qualité d'image donc qui est équivalente à l'OLED. Oui, c'est ça on a la meilleure profondeur de noir également, comme l'OLED. On a du contraste infini, comme on l'appelle. Et puis, eux se vantent de dire que même par rapport à l'OLED, on aura davantage de luminosité et encore de meilleures couleurs. Mais le pari, il est ailleurs, parce que 146 pouces, ça ne va pas rentrer demain dans les foyers. Après avoir interrogé Alors, il faut casser la Samsung, porte. ils nous promettent, on verra s'ils sont capables de répondre à ce défi, d'avoir cette technologie intégrée dans un an, si on se revoit dans un an, sur des écrans de 55 et de 65 pouces. Donc, c'est la réponse de Samsung Bien sûr. à LG avec cette nouvelle technologie. Exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu une fuite en avant aujourd'hui? Donc les fabricants arrivent avec des nouvelles technologies, présentent des choses, alors que ce que disait Pascal, c'est que l'OLED ne progresse plus trop. Alors qu'il arrive à peine auprès du grand public. Même le grand public n'a pas encore de LED chez lui. Donc on en est où? Moi je veux acheter une télé, qu'est-ce que je fais? J'attends le LED, j'attends le super LED de Samsung et autres. Mais l'OLED, il y en a Qu'est-ce déjà qu'on dans doit les faire? magasins. Voilà, alors l'OLED, il y en a déjà. Et le défi de l'OLED aujourd'hui, c'est d'avoir une industrialisation qui soit plus importante, une plus grande quantité de dalles fabriquées, de façon à pouvoir réduire les prix et à donner la possibilité au plus grand nombre de s'équiper. Pour moi, je reconnais personnellement qu'en termes de qualité d'image, l'OLED est aujourd'hui l'image que je préfère, parce que c'est l'image la plus cinéma. Sauf qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est que c'est extrêmement difficile d'acheter un OLED parce que les prix restent encore élevés. Ça reste encore Plus il élevé. y en aura de fabriqués, plus on arrivera à des prix grand public. Aujourd'hui les premiers OLED c'est combien? Ça démarre à... Alors il y a eu à des 2000 opérations €. par exemple sur de l'OLED Full HD en fin d'année, Full HD, hein, Full HD, ouais. où on était pour la première fois sur cette technologie sous les 1000 €, mais ensuite on est plus sur du 2000, 2005, 3500 €. Mais disons Et là qu'on on ne trouve un parle pas d'un 55 prix moyen pouces OLED de 4K, téléviseur. 55 pouces OLED 4K, c'est quoi, 2000 € à peu près, 2500 €. Voilà, Pas tout encore à fait. sur c'est du ça. mass market. Ouais, avec Non, ces on n'est prix-là. pas encore sur Mais du non. mass market, mais les parts de marché, Ouais. en tout cas dans les produits haut de gamme de l'OLED, on est en croissance bien sûr sans arrêt. Et puis il y a une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on commence à voir arriver du 8K. Oui, Et là on se dit mais ils sont tombés sur la on tête. les a vus les 8K. Alors qu'on est en train tout juste Ouais. d'avoir le 4K qui arrive dans les foyers, on voit arriver du 8K. on n'a J'imagine pas, tous on ceux n'a qui pas nous les écoutent. sources en 4K d'ailleurs, mais... J'imagine voilà. tous ceux qui nous écoutent qui ont cassé leur tirelire. Tiens, ça tombe bien, il y en a une, on va ouais, pas la voilà, casser on va pas la casser. sur le plateau, mais voilà, qui se disent ouais, j'ai acheté une télé 4K, je vais être au top et tout. Et puis non, les gars, ça y est, il y a du 8K. Votre télé, elle est déjà has-been. Non, Alors faut pas- rassurons-nous, le 8K ne va pas arriver non plus tout de suite dans les foyers, mais par contre il y a quand même des signes intéressants. C'est qu'il commence à y avoir de la captation en 8K. Et il y aura surtout une captation très très importante en 2020, donc dans 2 ans, ça arrive très vite. C'est les Jeux Olympiques au Japon qui vont être tournés en 8K. D'ici là aussi, il y aura d'autres contenus, mais aussi on s'aperçoit que les constructeurs qui proposent ces écrans 8K, qui arriveront sur le marché français en commercialisation cet automne, mais on pourrait presque dire un scoop, la marque très connue Sharp, la marque japonaise Sharp, qui renaît un peu de ses cendres après les accords avec Foxconn, enfin on voit que Sharp revient, proposera dans une dizaine de magasins en France la possibilité de voir à quoi ressemble du 8K. On verra, le consommateur pourra voir ce Mais quand qu'est est-ce cette que ça arrivera image dans le 8K. commerce, Et le ça 8K? arrivera réellement dans le commerce à partir de l'automne, puisque plusieurs constructeurs, D'accord. dont Samsung, ont annoncé l'arrivée du 8K. Alors le consommateur pourra voir ou ne pas voir d'ailleurs, parce que moi personnellement j'ai pas vu la différence. Je crois qu'il faut mettre le nez à moins de 2 mètres de l'écran. Alors c'est Mais des comme tu as écrans des lunettes, géants. est-ce que ta correction visuelle est Ah, bonne? Peut-être que ma correction n'est pas bonne. Quelqu'un, il faut que je retourne voir mon, Alors, je mon vois vendeur qu'on- de lunettes. Non, mais c'est vrai, le 8K, c'est du marketing, ça, non? À Alors- part des écrans de cinéma géants, peut-être. mais Alors on sinon, peut reconnaître que par exemple le 4K est idéal pour les écrans de 55 et de 65 pouces. Le Oui. 8K n'aurait de vrai sens que sur les au-delà dalles du 100. de plus de 70 pouces, vraiment les très grandes dalles. Une nouvelle fois, même si la taille moyenne de Ouais. l'écran du marché augmente, on n'en est Sauf pas qu'à là plus de sur 2 les mètres, foyers on voit grand pas public. la différence. Pardon Je crois qu'à plus de 2 mètres, l'œil humain ne fait pas la différence entre 8K et 4K. Voilà, de toute façon, il y a toujours un rapport entre la précision de l'image et la distance à laquelle on la regarde. C'est vrai que ça permet aujourd'hui de s'approcher plus près d'un écran, avec la raison qui l'emporte, puisqu'à un moment donné, on ne va pas non plus être collé à un écran pour pouvoir voir les détails. Mais néanmoins, de toute façon, cette logique-là de se dire mais pourquoi on va toujours plus loin en résolution, on l'a déjà entendu lors de l'arrivée de la 4K. Aujourd'hui, c'est un fait. Il y aura des écrans 8K sur le marché. Il va y avoir de la captation. Et le défi pour les industriels, c'est aussi de faire ce qu'on appelle des upscales de qualité, c'est-à-dire de proposer Ouais. ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs entre le Full HD et la 4K. Quand on n'a pas de contenu 4K, aujourd'hui, on peut être surpris de ce qu'on arrive à tirer d'un téléviseur 4K. Eh bien, ils vont faire pareil sur la 8K en upscalant le 4K vers la 8K. Si vous êtes avec nous en vidéo, voilà, on voit la différence. Oh, le bel homme qui vient de passer là, je ne sais Eh pas oui, qui tout à c'était, fait. mais il était vraiment
Voilà, l'Upscale chez Samsung, hein, qui justement a mis au point un système d'intelligence artificielle pour rajouter des pixels dans une image qui n'est pas forcément de très bonne qualité pour la rendre de très bonne qualité. Je suis un peu dubitatif, j'attends qu'on reçoive ça dans les labos 01net pour voir ce que ça donne. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que si la 8K arrive et que ça permette de faire baisser le prix moyen des téléviseurs 4K, sûr, c'est voilà, très bien pour le Mais consommateur. attends, juste une question, Pascal, il y a quand même un problème. C'est qu'il faut des images, tu le disais. Aujourd'hui, les diffuseurs, nos diffuseurs nationaux, sont encore dans le meilleur des cas en Full HD. Aucun média n'est passé en 4K. Alors la 8K, ça sera dans 20 ans. Alors, je me permets de corriger un peu ça. Autant Ah. sur la TNT, je suis Non, complètement je te parle de d'accord. la TNT. Hein. Alors, sur Après, la je parle pas de TNT, Netflix, oui. Je parle pas de Netflix. Sauf de tout qu'aujourd'hui, on sent effectivement que la TNT perd un peu de part de marché au bénéfice à la fois du satellite et de la fibre, bien entendu. Et qu'aujourd'hui, on le sait par exemple, dans quelques jours, Canal+ arrivera avec un nouveau décodeur, par exemple, qui va permettre par le satellite ou par la fibre d'avoir de la 4K, plus ce que l'on peut avoir Ouais. aujourd'hui sur les plateformes comme Orange ou autres, sur Netflix, sur Amazon Prime ou autres. La 4K, les contenus 4K, ça va arriver, ça a toujours, Oui, mais il y a les- toujours eu un décalage entre la Mais les sortie des écrans TF1, les et la France sortie. Télévisions, les M6, les BFM TV, etc. Pour ces chaînes-là, c'est changer toute la chaîne de production de l'image. Mais soyons pour- clairs, c'est pas possible aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'il faudrait faire un nouveau switch off, c'est-à-dire qu'il faudrait changer la compression et passer en DVB T2. Et voilà. ça, on le sait que ça ne se passera pas tout de suite. Donc oublions de manière très claire, Donc, la pendant 8K, plusieurs la années, 4K et la la 4K 8K, sur la TNT. Ça sera ou par le satellite ou par du très haut débit. en fait. Exactement. Et D'accord. donc, on peut dire Vraiment pour pas. l'urbain du très haut débit et dans Mais les c'est zones quand un même- peu plus Mais je difficiles, trouve que le c'est- satellite qui est accessible pour tous. Mais c'est une technologie qui est réservée malgré tout aux chanceux qui ont du très haut débit ou qui ont des moyens, parce que ça va être souvent des chaînes à payantes. Voilà. Et Assez souvent, c'est vrai. C'est dommage, quoi. Enfin, il y a une espèce de truc à deux vitesses là sur ce. Mais n'oublions sur ce- pas aussi qu'il y a le Blu-ray qui est de plus en plus présent. Les lecteurs se vendent très bien, il y a de plus en plus de titres. Ouais, Alors tout ça reste bien sûr élitiste, mais on a toujours connu ça. Moi j'ai vu arriver le Full HD, on a vu arriver la 4K, on verra arriver la 8K. À chaque fois il y a ce décalage. Sauf qu'on peut se féliciter qu'à un moment donné, il y en a qui osent, les industriels entre autres, ouais, ouais. sortir les écrans parce que si tout le monde s'attend, on n'y arrivera jamais. Donc il faut un moment où effectivement, on a peut-être dans les premiers temps un téléviseur que l'on ne peut pas exploiter complètement, mais de toute façon, D'accord. rassurons-nous, sur l'année 2018, si on veut acheter un téléviseur 55 ou 65 pouces, on n'aura guère d'autre choix que d'acheter de la 4K. Ça c'est clair. Mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, en tout cas. exactement. Alors ça, c'est les télés, c'est au Convention Center, hein, qui est le cœur historique, le cœur historique de ce du CS de CES. Las Vegas. Fred, tu y es allé. Oui, Et on se faisait la réflexion tout à l'heure. oui. C'est vrai que c'est un peu un Old school. vieux Convention C'est le vieux Center. monde. C'est le vieux monde. Exactement. Alors que nous, on est ici du côté du Sands, donc on est sous le Venetian, qui est la deuxième grosse partie de ce CES, hein, qui est un peu éclaté dans tout Las Vegas, mais il y a deux grosses parties, le Convention Center et le Sands, où là, on est vraiment plus impressionné par l'innovation, c'est ça? On Oui. a l'impression qu'il y a un CES à deux vitesses sur deux lieux différents. Oui, le CES s'est développé depuis quelques années et ça monte en puissance chaque année sur les startups, sur l'innovation, sur des nouveaux acteurs. Là, on le voit bien avec la Poste, qui ne sont pas issus du monde de la tech et qui arrivent sur ce secteur-là parce que la technologie aujourd'hui est plus facile d'accès et on développe beaucoup de produits connectés qu'on voit sous toutes les formes. Donc on voit que la tech, c'est plus réservé aux faiseurs, aux industriels traditionnels, aux Sony, aux Panasonic, aux Samsung. Voilà, la tech, c'est partout aujourd'hui. C'est en France dans la French Tech, on l'a beaucoup dit, on s'en est félicité. 270 startups, deuxième plus gros plus gros nombre de startups du La CES. délégation. La plus grosse, deuxième plus grosse délégation de startups du CES, juste derrière les États-Unis, à touche-touche. Donc on voit que l'high-tech aujourd'hui est partout. Elle sort du monde traditionnel qui est celui du divertissement, de la télé, du son, de l'hi-fi, voilà, pour gagner le monde autre, de l'objet connecté, de l'audio, de la e-santé. du sommeil, on en parlera, et toutes sortes de secteurs. On voit plein de choses aujourd'hui. C'est un peu une espèce de foire du trône géante maintenant, le CES, où il y a plein de petites innovations. Alors pas mal de gadgets aussi, hein, Oui, on beaucoup, va pas se mentir. On va en parler, on Il y a a vu des des trucs, petits gadgets aussi. Il y a bien beaucoup sûr. de choses auxquelles on ne croit pas, mais des trucs amusants et parfois des gadgets bien faits. Là, on en a d'ailleurs ici, dont ben, on parlera après. Si, On peut en parler maintenant. Bon, allez. C'est une tirelire, voilà. On pourrait penser qu'on est au cœur du gadget. Et Je crois que c'est pourtant, un message que Fred veut nous faire passer. Il veut un petit peu d'argent. Exactement. Donc il nous Est-ce présente qu'on a une ici tirelire. Non, c'est assez malin. Donc ça a été développé par le laboratoire
de création de la Poste donc qui cherche des innovations comme ça. Et donc c'est une tirelire connectée, super maligne, très mignonne. Regardez, on va faire un gros plan dessus. Par contre là, elle est plus connectée. Non, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on la montre et après, tu vas nous expliquer comment elle fonctionne. Et donc, elle sert à quoi ? À mettre de l'argent dedans et non. Ce qui est pas con. Voilà, hein. Ça c'est vachement bien, une tirelire pour mettre de l'argent. Non, ce qui est bien, c'est qu'elle est connectée à une application sur son téléphone. Par exemple, quand on met une pièce, elle reconnaît la pièce en question. Voilà, là je vais mettre 1 euro et elle va me dire voilà, vous avez mis 1 euro. Du coup, elle va créditer mon compte. Là, je sais pas si elle est en activité, voilà. Elle va créditer un compte virtuel que je vais avoir. Ouais. Donc elle va mettre que sur mon compte j'ai 1 euro. Et elle va détecter que tu mets la bonne pièce. Elle va détecter que je mets la bonne pièce. D'accord. Et elle va créditer un compte qu'on aura en ligne. Si ma grand-mère veut me faire un cadeau de Noël, veut me verser 30 euros, elle peut le faire avec une appli et ça apparaîtra elle est ici, généreuse, ta grand-mère. sur l'écran. Ouais, 30 euros. Ouais, c'est bien, voilà. c'est un bon début. Je sais pas ce que je vais pouvoir m'acheter ici avec 30 euros. Peut-être pas cette tirelire qui est à 159 euros. C'est un objet malin. Tu auras un bon vieux sandwich bien gras, je pense, pour 30 euros ici. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est une petite innovation maligne. Voilà, ça y est, on le voit, elle s'est réveillée. Donc là, elle a des inscriptions. On peut à distance envoyer des petits messages. Voilà, donc c'était c'est rigolo, un petit objet malin, bien fait, rigolo, et qui sera disponible. Vous l'avez vu, il y a un semaines. afficheur là. Et par exemple, voilà, la mamie peut envoyer un petit message en disant gros bisous, bon anniversaire, etc. Je trouve ça très malin. C'est la Poste qui fait ça. On l'avait vu, nous, l'année dernière, c'était un prototype. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que malgré tout, le cycle de l'innovation, c'est au moins 1 an. Là, elle va être bientôt distribuée. Elle sera distribuée en ligne sur le site de la Poste et dans des distributeurs. D'ailleurs, il faut parler de toutes ces entreprises qui sont présentes ici. Oui. On s'aperçoit qu'il y a quand même des grandes différences de maturité des projets. Oui. Il y en a effectivement qui ont sorti leurs produits, qui commencent, mais il y en a encore beaucoup qui sont en levée de fonds, beaucoup qui sont en phase de pré-industrialisation. Et certaines, chez nous, on travaille très très près avec beaucoup de ces sociétés. Et certaines, malheureusement, n'arrivent pas aussi au bout de leur projet parce que c'est difficile de trouver à la fois des bonnes conditions de commercialisation, des distributeurs ensuite. Voilà, c'est pas simple. Je pense que c'est un parcours quand même très compliqué pour ces entreprises. Il y a beaucoup d'idées. Ouais. C'est un petit peu ce que je vois dans la French Tech. J'ai fait quand même pas mal de stands. C'est vrai que les idées sont là. Parfois un peu gadget, mais parfois pas mal. En revanche, on sent que sur la commercialisation, on en est encore loin. On est souvent sur des prix un peu élevés. On est souvent sur des business models pas encore bien établis. Voilà. Donc on est vraiment dans le tout début d'une idée. Il y a une espèce d'émulsion. On sait qu'il y aura énormément de déchets. Oui. Il y aura plein de trucs qui sont cette année qui ne seront plus là l'année prochaine. Mais malgré tout, chaque startup apporte une petite pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'elle va apprendre peut-être, elle va peut-être inspirer une autre startup et apprendre des erreurs de l'autre. Donc j'ai l'impression que malgré tout, ça fourmille. Ça fait un écosystème qui fourmille. Il y a un terreau, on va dire. Voilà, exactement. Ça donne des idées à beaucoup de monde. En revanche, l'objectif au final, quand même, c'est quand même de vendre des produits. On sait que la France a beaucoup de mal à exporter aujourd'hui. Et donc voilà, et on attend beaucoup des nouvelles technologies et beaucoup de la French Tech. Donc maintenant, il faut beaucoup d'idées, beaucoup d'ingénieurs au magasin. Et c'est là la difficulté aujourd'hui, j'ai l'impression, pour tous ces petits start-upers qui ont plein d'idées, qui ont plein d'énergie. Mais voilà, maintenant il faut accélérer. Et souvent, quand on leur pose la question, mais comment vous allez le distribuer, on s'aperçoit, pour l'instant, on ne sait pas encore. Et parfois, c'est très troublant quand même. Pascal, qu'est-ce que tu as vu de sympa ? Par exemple, un truc qui recharge les téléphones sans fil. Alors nous aussi, ça nous a bluffé. Mais toi, tu as trouvé une autre techno. Oui, on en parlait sur 01net TV cette semaine. On va tout vous expliquer. Franchement, moi, s'il y a un truc que je retiendrai de ce CES, c'est sans doute ça. Vous allez voir, moi, je trouve ça impressionnant. Et ça va peut-être révolutionner notre quotidien. Vas-y. Alors effectivement, on sent qu'il y a plusieurs dispositifs qui arrivent aujourd'hui et qui permettent de faire du chargement à distance. Alors, on sait que sur tous les devices que l'on a autour de nous, que ce soit des tablettes, que ce soit des montres connectées, que ce soit des smartphones, des objets à la maison, on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux. Le problème qui reste le plus important, c'est le problème de recharge. On sait qu'à chaque fois qu'on a besoin de ces produits, ils ne sont jamais en charge. Et là, il y a des solutions multiples qui arrivent. Moi, une de celles que j'ai pu voir, c'est une société américaine qui s'appelle Powercast et qui a décidé
de transférer l'alimentation, une sorte de petit hub qui est une barre qui fait à peu près une vingtaine de centimètres de largeur et qui va sur une distance jusqu'à 7 mètres par de la radiofréquence. Et oui, c'est complètement dément, mais par de la radiofréquence. C'est-à-dire que dans les radios, il y a de l'énergie qui passe. Il y a de l'énergie qui passe et en fait il y a une petite puce. Alors on voyait là une démonstration où il y avait une barrette de LED avec simplement une petite puce microscopique et lorsque cette barrette de LED arrivait à proximité du chargeur radiofréquence, les LED s'illuminaient. Plus on les repoussait un peu en distance, plus elles restaient allumées, mais par contre on sentait que la dynamique de la lumière était il y avait moins un de peu puissance plus faible. en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se projette dans l'avenir, à quelques années, on peut imaginer à quel point ça sera une véritable révolution d'avoir chez soi un dispositif qui nous permettra, sans avoir ni même à le charger avec un câble, ni même de penser à de l'induction, de se dire on l'a dans sa poche et on est en train de recharger. Alors, ça peut faire peur également, parce qu'on se dit, mais il y a des ondes qui vont aller jusqu'à charger. Ça fait un peu micro-ondes quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là-dessus ? Il faut savoir que la très sérieuse FCC qui gère et qui contrôle tout ça aux États-Unis et qui est très très rigoureuse, a validé quand même ce projet, ce qui rassure un petit peu. Bon, bien sûr, l'enjeu pour ces marques également, ça va être de réussir à intégrer ces puces dans les différents téléphones. Après, il faut convaincre les Parce que là, Samsung, on est exactement, de très façon en amont. intégrée. Il n'y a pas encore d'adaptateur pour téléphone, c'est ça. Alors il y a des coques qui arrivent, mais des coques qui sont encore assez volumineuses. Le but, bien sûr, ultime, c'est de l'intégrer directement dans les produits. Mais ça peut être une véritable révolution. D'accord. Ne plus avoir de câble pour recharger son téléphone et alors on parle beaucoup d'addiction. Regardez là, alors ça c'est WeCharge. Voilà, ça on est sur WeCharge, là c'est de l'infrarouge, même concept, sauf que la différence là, ça ne marche que à vue. L'infrarouge, ça ne marche pas. Par exemple, ton téléphone est dans la poche, ça ne marchera pas. Mais là encore, rayon d'action de 5 mètres, tu accroches ça sur ton plafond ou même sur un mur, et ça va donc dégager en fait une source d'infrarouge qui va, dès qu'un téléphone va rencontrer cette source infrarouge, le recharger. Et c'est impressionnant. Là encore, je trouve ça révolutionnaire, moi. Voilà, en fait, quels que soient les moyens, on sent qu'il y a une véritable tendance de se dire il faut solutionner ce problème de la batterie. Parce qu'après, on pourra trouver ça dans un bar, dans un bureau, n'importe où. Exactement. Et là, ça devient très intéressant. Là encore, alors aujourd'hui c'est gros, ça coûte peut-être encore un peu cher, mais dans quelques années, les prix vont sans doute baisser. C'est pas mal du tout. Et ça marche très bien. Là, on a fait des démos là, pour ceux qui voient la vidéo. C'est vrai qu'il y a des trains qui tournent rechargés simplement, enfin alimentés par simplement une barre comme ça. Qui reçoit la lumière et qui alimente le train. Et si on pose la main juste sur la barre, le train s'arrête de fonctionner immédiatement. Voilà, et on l'enlève, il repart. Voilà. Donc oui, c'est des technologies qui portent beaucoup de promesses. Oui, on attend de les voir dans les smartphones. Il y a déjà des adaptateurs, je ne sais pas s'ils sont en vente ou pas, à quel prix, des coques qui permettent de recharger comme ça. Il faudra voir aussi à l'usage si ça recharge assez vite ou pas, parce que si c'est vrai que si c'est 4 heures pour charger un smartphone, bon, sera voilà, l'inquiétude, c'est un peu les temps de charge, effectivement. Voilà. Mais cela dit, je trouve que c'est pas forcément une inquiétude, parce que comme on aura tout le temps son téléphone qui sera en charge, exactement. Même s'il charge faiblement, c'est pas très grave. Si on le recharge dans la voiture, si on le recharge au bureau, on le laisse sur son bureau. Si il se recharge, même s'il se recharge lentement, il sera plein finalement, parce qu'on reste la plupart du temps pas mal d'heures au bureau. Donc voilà, il y avait ça. Qu'est-ce que tu as vu comme autre innovation, Fred ? Il y a des trucs rigolos. On a vu pas mal de trucs, on a vu beaucoup de robots. Alors le robot, j'ai l'impression que c'est un truc pour animer le stand, surtout, non ? Ça fait venir les gens, on se balade comme ça, on voit plein de choses. Hop, il y a un robot, on s'arrête, on regarde. Après, quel usage pour ces robots-là ? LG, on voit qu'ils ont raté le coche des assistants personnels type Apple, Amazon et Google. Et donc du coup, ils veulent un petit peu revenir avec un robot. Bon, c'est un assistant personnel robot. Il y a des robots qui, par exemple, accueillent les gens à l'aéroport. Voilà, c'est le cas de celui-là chez LG, puisque on sait que là, il y a bientôt les JO d'hiver qui vont arriver donc en Corée du Sud. Donc il y aura ces robots qui seront à l'aéroport de Séoul. Des robots services plus B2B, voilà, pour accueillir des gens dans des lieux. Récupérer les valises. Et après, les robots assistants personnels, le chien de chez Sony, le Chloé d'LG qui permet de contrôler tous ces appareils de la maison connectée. On a vu le petit Aibo chez Sony d'ailleurs, qui est revenu. C'est très bien, ça fonctionne bien. Il avait été arrêté en 2006. C'est dingue. Voilà, il avait arrêté en 2006, on avait vendu 40 000. Donc voilà, c'était petit succès d'estime, ça marchait bien. Plus succès technologique, on le voit à l'écran. C'est vrai que c'est mignon, c'est super, c'est vachement bien. Mais on se demande à quoi ça sert. À quoi ça sert ? Ils en avaient vendu 40 000 il y a 10 ans. Est-ce qu'ils en vendront plus là ? Il fait rien de plus que d'être un chien. Donc c'est bien être un chien, mais à 1500 € un chien, bon. Ouais. En revanche, je trouve que ta chemise est bien repassée. Oui. En plus, elle n'a pas de plis. Non. Je pense que tu l'as testée dans une nouvelle machine qui a été présentée ici.
Non, c'est moi qui l'ai repassé, mais j'aimerais bien tester cette nouvelle machine. C'est le truc qui a fait peut-être le plus gros buzz sur le salon. C'est, voilà, on le voit à l'écran. Alors pour tous ceux qui sont avec nous en audio, c'est une espèce de grosse armoire. Oui. En haut, De la taille d'une machine, d'un sèche-linge à peu près, un peu plus gros. Voilà, en haut, vous glissez votre linge qui sort de la machine, qui est donc froissé et pas plié. Il est aspiré. Le rêve. Et après, il se passe un truc dedans, on sait pas trop quoi. Et il ressort plié et repassé. Alors, plié, repassé, je suis pas certain. Je me demande si ça a pas, si on n'a pas tous écrit repassé et qu'en fait ça faisait que plier. Enfin, en tout cas, voilà, ça plie, c'est très bien. Ça fait Je crois que c'est plié. C'est Panasonic qui avait présenté à l'IFA il y a 2 ans une machine qui repassait et pliait, mais qui était énormément. Mais disons que ça doit un peu repasser, ça doit enlever peut-être les grosses. Oui, pour les machines, aujourd'hui les machines à laver ont tendance à moins froisser et on peut peut-être se contenter de faire ça. C'est assez bluffant, ça marche bien. C'est une société israélienne qui est basée en Californie qui a développé ce produit-là. Elle a fait un énorme buzz, on peut la voir, on peut l'utiliser soi-même. Mais je sais pas si tu es au courant, Fred, mais il paraît que c'est du fake. C'est du fake. C'est-à-dire qu'en fait, qui est à l'intérieur. C'est pas ça, c'est que il n'y a pas quelqu'un à l'intérieur. C'est que le linge qui est aspiré en haut n'est pas le même que celui qui est en bas. Ça, c'est ce que j'avais remarqué aussi. Qui est déjà plié. C'est ce que j'avais remarqué aussi. Alors, en fait, on va dire que c'est pas tout à fait un fake, c'est que ils ont leur techno, mais là, pour montrer la démo, c'était plus simple. Voilà, c'était plus simple de montrer que le linge était déjà plié, etc. Donc, c'est ce qui m'avait semblé. On voyait toujours le même linge en bas. Voilà, j'attends de voir si vraiment un jour ça marchera. Oui, on va voir. Voilà. En tout cas, ils comptent le sortir, je crois, d'ici la fin de l'année ou début 2019. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que souvent les nouvelles techno arrivent, on est bluffé, et jusqu'au moment où on nous annonce le prix, et là, bam, on prend. Voilà. Et là, ils annoncent un prix de 900 et quelques euros. Ça reste relativement abordable. Si ça ne fait que c'est un plier, produit qui fonctionne. Alors, si ça fait que plier, non, peut-être pas. Mais on n'est pas sur un price point à 3000, 4000 euros. Voilà, un truc hors de prix. Là, bon, on se dit pourquoi pas, c'est bien. Et en tout cas, voilà, c'est une innovation concrète. Ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est d'avoir des choses concrètes qui peuvent un peu créer des nouveaux usages. Et c'est assez rare finalement sur ce salon. Je voudrais surfer un instant sur ce que disait Fred quand il parlait de Google Home, Alexa et autres. Je pense que ce qu'on peut noter tous, et on sera d'accord, c'est l'omniprésence de ces assistants ici partout. C'est-à-dire à la fois partout dans le salon, mais partout dans la ville. Et surtout, on sent quand même une pression très très importante de la part de Google. Alors il y a une raison à ça, c'est qu'aux États-Unis, Amazon Alexa a une part de marché sur ces objets qui est d'environ 70%, 25% pour Google, donc il y a vraiment du terrain à conquérir. Et là, mais alors ils ont mis le paquet, on voit du Google Home partout. Et donc voilà, ça c'est intéressant parce que c'est maintenant dans les téléviseurs. Gros plan com de Google sur Las Vegas, partout on voit des affiches Google. Ils ont repeint le monorail à leur couleur. Mais qu'est-ce qu'ils montrent finalement Google moi je me fais. Alors, mais on voit rien en fait. Pour être un peu mauvaise langue, ils sont là, mais parce qu'il faut qu'ils soient là. Parce qu'évidemment, c'est les locomotives de l'innovation, mais ils sont là pour dire écoutez, les gars, malgré tout, Google, on vous sert à quelque chose. Mais ils n'ont rien à montrer. Ils n'ont rien à montrer. Et c'est comme la même chose pour Amazon. Hein. Et c'est un peu ça le paradoxe du CES. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que l'innovation mondiale, c'est les GAFA ou les batchs en Chine. Enfin, en tout cas, voilà, c'est les fournisseurs de services, de contenu, de logiciels. Et ils ne sont pas là. Ils ne sont pas au CES. On a des petites startups, on a des entreprises de l'ancien monde qui se digitalisent et qui font des trucs sympas. On a les grands industriels de la tech, mais on n'a pas les GAFA. Google, bon, ils communiquent beaucoup, mais ils ne montrent rien. Ils n'ont même pas de stand. Amazon, idem. Facebook, pareil. Et Apple boude le CES depuis 92. Donc voilà, les GAFA sont pas là. Donc on a l'impression que la véritable innovation de rupture, elle n'est pas présente au CES. Par contre, ils s'intègrent partout. Ils sont partout. Ils sont dans tous les produits. Ils arrivent dans les télés, ils arrivent dans les produits des autres. Par exemple. Pascal, autre petite nouveauté. Maintenant, tu vas téléphoner avec ton petit doigt. Ce que j'ai compris. On est dans un autre monde. Il suffit d'avoir. On va imaginer. Beau, je pense. Là, je prendrai une photo le jour où je te vois comme ça. J'espère bien. Non, c'est assez extraordinaire. On va avoir une montre connectée, ou une montre n'importe quel type de montre, et on va juste ajouter à ça un bracelet. Alors qui pour l'instant est un peu grossier, mais assez raisonnable malgré tout, et qui va travailler sous l'idée de la conduction osseuse. Alors la conduction osseuse, ça existe depuis des années. Je me souviens à une époque, je montrais des téléphones DECT qui fonctionnaient avec de la conduction osseuse il y a 15 ans de ça. Et là, donc, on va avoir ce petit bracelet qui entoure donc soit une montre connectée, soit une montre traditionnelle. Et pour prendre la communication, il suffit d'amener en fait son index à l'oreille,
directement. Et là, on va pouvoir téléphoner simplement en ayant l'index sur l'oreille. Et puis, on voit qu'il y a plein d'applications, c'est aussi des casques qui nous permettent, par exemple, grâce à la conduction osseuse, de laisser le conduit auditif ouvert, c'est-à-dire ça va juste se placer derrière Alors, l'oreille c'est pour garder le Regardez. monde extérieur. Regardez le monsieur qui est là Voilà, si on vous êtes avec nous téléphone en vidéo. de cette manière. Il téléphone en mettant son Il doigt dans téléphone en mettant le l'oreille. doigt. Et en plus, il a Bon. l'air hyper sérieux quand même. Il va falloir assumer quand même après. Il va Alors- falloir assumer. Mais il paraît, moi je l'ai pas Mais testé, c'est étonnant. je sais pas si tu Mais l'as je l'ai testé. essayé. Et alors Mais c'est quand même très très clair au niveau de la communication. On a juste l'air un peu con comme ça à avoir le doigt dans l'oreille, mais à part ça, c'est quand même assez bluffant. Et voilà, donc Comme disait machin dans mon oreillette, les gars, tout va bien. C'est dingue. Donc, comme ça, c'était un peu bizarre, Ouais. mais comme ça, c'est guère mieux quand même. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la technologie arrive à maturité dans des casques, dans des systèmes de bracelets, et ça promet des choses assez intéressantes, toujours pour garder le sens avec le monde extérieur. Attention toujours à ces casques qui sont utilisés par exemple en vélo, en moto et autres, c'est hyper dangereux. Mais quand on a un casque à conduction osseuse, on continue à entendre le bruit à Oui. l'extérieur Et et on entend la musique. alors ça marche avec l'Apple TV, l'Apple Watch, pardon. Parce Ouais. que l'Apple TV, ça va être un peu compliqué. C'est en Bluetooth en fait, C'est c'est en- connecté en Bluetooth. C'est en Bluetooth. Et c'est un spin-off de Samsung je crois que c'est une startup qui est, on va dire, cocoonée par Samsung. Absolument, ça a été présenté les premières fois par Samsung il y a quelques temps, exactement. C'est étonnant. Hein. Et ça sort quand ça on sait ou pas? Alors ça sort cette année et le prix, on nous a dit, devrait être raisonnable et ça devrait sortir dans le premier semestre. Raisonnable, 2018, pas plus précis que ça. On va dire aux alentours de Raisonnable euros. 149 euros à peu D'accord. près. Ouais, bon, si tu mets 300 400 euros Oui. dans une montre. Mais oublions pas que Peut-être c'est que un, ça vaut le coup de c'est mettre aussi un un petit peu bracelet. Voilà, il y a plusieurs fonctionnalités, versions, ouais. c'est assez intéressant. Fred, t'avais autre chose? On a vu pas mal de trucs. Alors, Il y a la poubelle intelligente, hein. Oui, la poubelle intelligente. Ça, c'est une innovation French Tech. C'est vachement bien. C'est super malin. Et alors, voilà, c'est très French Tech pour le coup, très malin, mais un business model qui apparemment n'est pas encore tout à fait au J'aime bien point. le petit clin d'œil Star Wars, la R3D3. elle s'appelle. R3D3, elle s'appelle Rigolo. exactement, clin d'œil à R2D2. Donc on met une canette au-dessus de la poubelle et elle repère si c'est justement une canette, elle va le mettre dans le réservoir canette. Si c'est un gobelet, elle va le mettre dans le réservoir gobelet. Voilà, on n'a plus à faire le tri. Et elle les Et écrase après, en plus, donc et elle ça les prend moins de écrase, place. donc du coup ça prend moins de place. Voilà. C'est français. C'est français, c'est pour les professionnels, c'est B2B, c'est installé dans des bureaux et c'est 189 € par mois la location, ce qui est, j'ai discuté avec des gens qui travaillent notamment, je suis au CES avec l'un qui travaille dans le nettoyage, qui me dit c'est un peu cher, ça prendra pas, il faut vraiment revoir le business model, sachant qu'en plus la poubelle est petite, donc ça peut concerner des bureaux de 5-6 personnes, donc il en faut Oui, plusieurs. Voilà, c'est un petit peu les paradoxes de la French Tech, c'est-à-dire une super idée, une réalisation soignée parce que le produit est bien et un business model et un price point qui est pas market encore, quoi. Voilà, et qu'il faudra affiner. Mais en tout cas, voilà, c'est bien, ça marche et ça fait un petit buzz. Ouais, ça fait le buzz Ouais, oui. d'ailleurs. Hein. Mais il y a plein de trucs comme ça qui ont fait le buzz, qui sont amusantes. Et vous pourrez retrouver toutes ces innovations, en tout cas la plupart, sur 01nettv.com puisque je vous rappelle que on vous fait vivre ce CES de Las Vegas depuis mardi avec 1 heure chaque jour. Donc si vous êtes un accro nouvelle techno, vous avez 4 heures de replay qui vous attendent. On a fait le tour. Vous vouliez On a rajouter fait le quelque tour, chose ou non, pas? beaucoup de produits autour de la santé, Oui, du bien-être, du sommeil, du bien sûr. sommeil. Ah oui, le sommeil, tu voulais Euh, nous parler du Sleep Tech, sommeil. Ah oui, c'est incroyable. Partout on voit des matelas, des gens qui dorment avec Exactement. des casques, avec des lunettes. Ça dort. C'est Las Vegas, la ville Des qui ne dort petits jamais, capteurs, des- sauf au CES où ça dort partout. Voilà, avec, ça dort avec partout. le jet lag, ça dort partout. Je suis d'accord. C'est Voilà. un peu vrai. C'est clair. Non, on sent que c'est une énorme tendance autour de ça. La tech a essayé de changer notre quotidien du jour. Maintenant, elle veut changer notre quotidien de nuit. Et il y a des trucs qui marchent bien, c'est vrai, des trucs reposants. Moi, j'ai essayé des matelas vraiment bluffantes, super agréables, super confort. Philips a lancé une espèce de bandeau qu'on met la nuit et qui surveille votre sommeil, qui vous envoie des petits sons pour continuer à vous endormir plus profondément, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de trucs qui fonctionnent bien. La Sleep Tech, c'est un énorme marché déjà aux États-Unis et qui devrait, j'avais vu des chiffres, qui devrait doubler d'ici 2022. Eh oui. Donc gros business autour du sommeil. Et oui, des parce produits qu'il y qui a beaucoup- analysent non seulement le sommeil, mais aussi qui ajoutent de la luminothérapie, comme l'Omni de Terraillon, qui a mis un peu de temps à arriver, mais qui arrive là. Voilà. On sent que c'est vraiment une prise, en tout cas, une prise de conscience sur la qualité, le soin du sommeil et son analyse. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui ont du mal à dormir, hein, ça c'est Ouais. clair. Hein.
Et bien voilà, ce de quoi je mêle est terminé, les amis, avec Pascal Petitpas et Fred Bianchi. Merci à tous les deux. Merci. Voilà, c'était un petit digest de ce CES. On avait beaucoup d'autres choses à vous raconter, mais le temps tourne. Merci en tout cas de nous avoir suivis à la fois sur 01net TV cette semaine et puis pour ce de quoi je me mêle, exceptionnel. La version audio sur rmc.fr et la version vidéo, vous le savez, sur 01nettv.com. Nous, on va rentrer sur Paris tranquillement et on sera de retour vendredi prochain pour reprendre nos habitudes dans nos studios parisiens. Portez-vous bien, bon week-end à vous tous et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Merci.